Bonjour à tous, cette semaine, petit tuto mécanique ultra pratique avec des astuces à réaliser soi-même pour l'entretien et la maintenance de votre vélo. Ce sont des astuces super faciles à réaliser soi-même avec de l'outillage basique directement à la maison et surtout impérativement avant chaque sortie de façon à profiter d'une belle balade. Ça vous intéresse, ça tombe bien, je vous explique tout ça maintenant, c'est parti! Première astuce, au niveau des suspensions, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en ingénierie pour savoir comment elles fonctionnent. Par contre, il est impératif que vous régliez correctement votre pression d'air et surtout ce qu'on appelle le sag ou la course morte en français. J'ai vu énormément de gens rouler avec une pression qui n'était pas adaptée alors que c'est tout simple à régler. Il vous suffit pour cela d'un mètre et d'une calculatrice. Je vous explique ça dans le détail tout de suite. Concernant la plupart des marques de suspension, vous trouverez sur les sites dédiés ou directement sur les suspensions des indications de pression en fonction de votre poids. Ce sont des indications générales qui en général conviennent à la plupart, mais si vous voulez bien faire les choses, vous aurez donc besoin d'un mètre et je vous explique comment on fait ça. Pour mesurer votre course morte, rien de plus simple. Vous prenez votre mètre et vous mesurez le débattement total de votre fourche ou de votre amortisseur. Ici, en l'occurrence, nous avons 140 mm de débattement. Je vous montre tout de suite le calcul à faire pour avoir un sag ou une course morte à 30%. C'est parti. Pour le réglage donc de votre suspension avant ou arrière, la démarche est la même. Vous mesurez donc effectivement le débattement, 140 mm ici, et après rien de plus simple. Vous prenez votre calculatrice et tout simplement vous tapez donc le débattement, donc en l'occurrence 140 mm, vous divisez par 100 et vous multipliez par 30. Vous obtenez un résultat de 42, donc 4,2 cm. À l'aide de votre pompe haute pression, vous ajustez la pression de votre fourche de façon à avoir ces 42 mm, donc que vous allez mesurer soit avec les bagues qui sont directement sur les plongeurs de la fourche, soit en vérifiant avec votre mètre tout simplement. 30% de course morte, c'est en général ce qu'on met pour l'enduro ou le all mountain. En cross-country, on sera plutôt sur 25%. Vous ajustez donc bien sûr le calcul en fonction de votre besoin. Il vous est peut-être déjà arrivé de ressentir un léger jeu au niveau de votre direction. Il se peut que votre jeu de direction soit desserré ou pire s'il est usé. Dans ce cas-là, il faudra procéder à son remplacement. S'il n'est que desserré, je vais vous montrer comment on fait pour vérifier qu'il s'agit bien de ça et surtout comment procéder pour remédier à ce problème de façon à le resserrer de façon optimale et de pouvoir continuer à rouler sans abîmer quoi que ce soit. Vous allez voir, c'est enfantin. Pour vérifier s'il y a du jeu dans votre jeu de direction, c'est tout simple. Vous actionnez votre frein avant et vous tournez votre guidon à 90 degrés. Vous positionnez votre main droite au niveau du jeu de direction et vous agitez le vélo d'avant en arrière. Vous allez ainsi facilement sentir au niveau de la coupelle supérieure du jeu de direction s'il y a du jeu, voire même l'entendre si celui-ci est vraiment important. Dans ce cas-là, il faut procéder au serrage et je vous montre tout de suite comment on fait, rien de plus simple. Pour procéder au resserrage du jeu de direction, c'est tout simple, je vous montre comment on fait. Vous dévissez en premier les deux vis qui maintiennent votre potence qui sont sur le côté droit et le côté gauche. En général, elles sont inversées, il est rare qu'elles soient du même côté, mais ça peut arriver également. Vous dévissez donc chacune des deux vis de façon à libérer l'emprise de la potence sur le pivot de la fourche. Une fois que c'est fait, vous prenez la clé et vous procédez de même sur le capuchon supérieur de la potence, mais par contre là, vous allez resserrer de façon à ajuster la tension de l'étoile qui se trouve dans la colonne de direction. En fait, ça tire sur l'étoile et ça permet de comprimer le jeu de direction et supprimer le jeu. Vous serrez, pas exagérément, mais vous serrez de façon correcte, et vous vérifiez ensuite, toujours avec le frein avant maintenu, si le jeu a bien été rattrapé. Si c'est le cas, il suffit juste donc d'aligner votre potence par rapport à la roue, évidemment, et vous resserrez vos vis de potence avec la clé dynamométrique, bien sûr, au couple recommandé, et c'est tout simple. Petite précision quand vous allez serrer le capuchon supérieur de votre potence pour comprimer le jeu de direction. Ne serrez pas trop fort, il n'y a pas de couple préconisé pour ce serrage, mais ne serrez pas trop fort parce que sinon vous risquez d'arracher l'étoile qui se trouve dans la colonne de direction, dans le pivot de fourche très exactement. Et dans ce cas-là, si vous l'arrachez ou si vous la déplacez, il faudra procéder à son remplacement.
C'est pas dramatique, mais ça fait toujours du travail en plus, donc vous serrez de façon modérée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu, inutile de serrer comme des grosses brutes. Petite précision, si jamais vous avez serré correctement votre jeu de direction et que vous avez toujours la sensation qu'il y a du jeu, démontez complètement donc le capuchon supérieur et sa vis de façon à avoir un visuel directement sur le haut du pivot et la potence. Il est nécessaire d'avoir un espace de 2 à 3 mm entre le haut du pivot de fourche et le bord de la potence de façon justement à ce que cette rondelle puisse exercer la compression nécessaire sur le jeu de direction, le comprimer et donc supprimer tout jeu. Si jamais ça n'est pas le cas, il faudra procéder à la recoupe du pivot de fourche de façon à avoir cet espace de 2 à 3 mm et avoir un serrage optimal quand vous serrez avec la clé. Nous allons maintenant parler couple de serrage. Et quand je pense couple de serrage, forcément, je pense à la clé dynamométrique. Nous avons déjà fait une vidéo complète à ce sujet, on vous la met en description pour vous rafraîchir la mémoire. Ici, l'idée, c'est de vérifier les principaux serrages, donc principalement poste de pilotage, également les axes de roue et également tout ce qui est visserie au niveau des biellets de suspension. Pourquoi c'est important d'utiliser une clé dynamométrique? Tout simplement parce que si vous serrez trop fort, vous risquez soit d'endommager le composant, surtout s'il est en carbone, soit au pire de casser la vis à l'intérieur, et là les choses sont vraiment plus compliquées. Je vous montre tout de suite comment on fait, c'est très simple, vous allez voir. Petite précision avant d'attaquer quoi que ce soit, vous vérifiez sur chaque composant le couple indiqué. Il est différent pour le collier de selle, pour la potence, le cintre, également les axes de roue ainsi que les vis des biellettes. Il est indiqué par un chiffre suivi de 2 lettres, Nm, voulant dire Newton-mètre. Vous respectez impérativement, par exemple au niveau du collier de selle on est à 5 Newton, au niveau de la potence on est également à 5 Nm et au niveau de la potence ici on est à 5 ou 6 Nm. Pour une roue ce sera un peu plus conséquent, c'est entre 9 et 13,5 Nm sur notre modèle. Je vous explique comment on fait avec la clé dynamométrique tout de suite. Petite précision, si jamais vous avez un composant sur lequel le couple n'est pas indiqué, vous vous référez impérativement à la notice du fabricant, que ce soit pour le vélo ou pour le composant donc. C'est impératif de façon à ne pas l'endommager en serrant trop fort. Pour procéder au réglage de la clé dynamométrique au couple approprié, il y a deux solutions. Soit vous regardez la vidéo que nous avons fait à ce sujet, le lien est en description, soit je vous montre tout simplement. Sur ce modèle, bien sûr, le couple est réglable. Il suffit tout simplement d'ajuster en tournant le bas de la clé au couple désiré, en l'occurrence pour ma potence 5 Nm. Ensuite, vous positionnez votre clé comme une clé BTR classique et vous procédez au serrage jusqu'à ce que la clé fasse un bruit typique de clac. Voilà, et là vous êtes au bon couple, votre potence est serrée au couple approprié, vous ne risquez donc absolument rien. Petite astuce bonus, si jamais vous avez serré vos composants au bon couple de serrage mais que vous avez toujours la sensation que ça bouge, il est peut-être impératif de les démonter, de les nettoyer et de les assembler avec de la graisse spécifique pour le montage. C'est d'autant plus vrai pour les pièces en carbone avec de la graisse spécifique pour ce type de pièces. Ça vous permet d'assurer un montage facile parce que les pièces sont faciles à mettre en place, mais surtout une fois qu'elles sont serrées, ça vous garantit un serrage optimal lorsque vous avez serré au bon couple avec votre clé dynamométrique. L'astuce suivante concerne directement votre transmission et le passage des vitesses. Si votre vélo est neuf, en général ça fonctionne bien dès le début, mais après quelques temps, il arrive que les vitesses aient du mal à monter ou à descendre, ou si votre vélo n'est pas neuf, avec le temps, il peut arriver également que vous ayez ce type de problème. La solution est toute simple, elle se situe à ce niveau-là de votre commande. Vous avez un petit barillet qui permet de régler la montée ou la descente du dérailleur en actionnant et donc en tirant ou en détendant le câble du dérailleur. Je vous explique une façon toute simple de procéder, une façon de faire qu'il faudra faire bien sûr, donc soit sur un plié d'atelier comme celui-ci, soit directement en roulant, c'est tout à fait possible si vous êtes sur une surface relativement plane et dégagée de façon à pouvoir procéder rapidement et continuer à rouler sans problème. Petite astuce mnémotechnique toute simple au niveau du réglage. Au niveau de la molette qui se trouve ici, quand vous actionnez dans le sens anti-horaire, vous mettez de la tension sur le câble. Quand vous actionnez dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, vous retirez de la tension. Ça vous permettra de le retenir en roulant de façon à pouvoir effectuer ce réglage donc facilement. Donc soit sur le pied d'atelier comme c'est le cas ici, soit directement en roulant, vous ajustez de façon à ce que les vitesses passent correctement aussi bien à la montée qu'à la descente. Il n'y a rien de bien compliqué. On va maintenant parler freinage. Si en roulant vous entendez vos disques chanter, si vous jamais, lorsque vous faites tourner votre roue,
Non seulement vous entendez que ça frotte mais que votre roue ne tourne pas librement, cela veut certainement dire que vos étriers ne sont pas alignés. Pas de panique, rien de plus simple à régler, je vous explique comment on fait tout de suite. Pour procéder au réglage de votre étrier de frein, qu'il s'agisse de l'avant ou de l'arrière, c'est tout simple. Vous desserrez les vis en fait qui maintiennent l'étrier sur la fixation, donc sur la patte de cadre, très exactement. Ensuite, vous actionnez le levier de frein, donc ici l'arrière, de façon à plaquer les plaquettes contre le disque. Cela va automatiquement aligner votre étrier sur le disque. En maintenant le levier de frein appuyé, vous resserrez vos vis de fixation, avant et arrière bien sûr. Vous relâchez le levier et vous vérifiez, normalement, tout est parfaitement aligné, vous avez réglé vos étriers et c'est enfantin. Une fois que vous avez procédé à l'alignement de votre étrier, si jamais ça frotte toujours, cela veut probablement dire que votre disque est voilé. Pour le récupérer, rien de plus simple, il suffit d'utiliser un outil comme celui-ci de façon à récupérer le voile du disque. Je vais vous montrer comment on s'en sert, c'est tout simple. Donc, si jamais vous avez constaté que malgré l'alignement de votre étrier, cela frotte toujours, cela veut forcément dire que votre disque est voilé. Pour le récupérer, ce type d'outil permet de récupérer le voile d'un disque. Pour l'utiliser, c'est tout simple. Vous venez placer l'outil donc sur la tranche du disque et vous appliquez de légères torsions en insérant bien sûr l'outil à son maximum de façon à récupérer le voile du disque dans le sens bien sûr où ça frotte, donc soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur du disque. Vous vérifiez en fonction. Si ça ne fait plus de bruit, c'est que vous avez correctement rattrapé le voile de votre disque. Si jamais après ça, votre disque est toujours voilé, cela veut forcément dire qu'il a peut-être trop chauffé ou qu'il est usé. Dans ce cas-là, il faudra procéder à son remplacement. On va parler maintenant crevaison et plus précisément crevaison avec des pneus tubeless. On en a déjà parlé à quelques reprises. L'utilisation des mèches tubeless est une bénédiction car cela vous permet de réparer facilement et surtout sans démontrer votre roue ni votre pneu. Comment on fait? Tout simple, vous identifiez le trou dans votre pneu, si vous roulez avec du préventif, c'est facile, vous verrez facilement d'où il s'échappe. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez votre oreille pour repérer la fuite d'air en l'écoutant tout simplement. Une fois que c'est fait, vous insérez donc le premier outil, celui-ci qui est légèrement abrasif, de façon à élargir et surtout à rendre le trou un peu plus agrippant, on va dire, pour la mèche. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez la mèche adaptée à la taille du trou, bien évidemment, vous la mettez sur cet outil-ci qui ressemble à une petite fourchette, vous insérez dans le pneu à peu près aux 2/3 de la longueur totale, pour ne laisser dépasser que le minimum, vous retirez la fourchette en effectuant quelques torsions et le tour est joué. Si jamais la partie qui dépasse est un peu trop importante, n'hésitez pas à la couper, ça évitera qu'elle ne s'arrache lorsque vous roulez. Petite astuce également, vous pouvez utiliser de la colle vulcanisante qu'on utilise avec les patchs de réparation pour en mettre autour de la mèche au niveau du trou de façon à avoir une réparation qui est vraiment pérenne et plus sûre. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à regonfler, soit avec une cartouche de CO2, soit à la pompe et vous pouvez continuer votre balade tout simplement. Que vous rouliez en chambre à air ou en tubeless, vous avez forcément été déjà confronté aux crevaisons ou tout simplement à une nécessité de changer vos pneus. Je vais vous expliquer comment on procède de façon simple, car suivant le type de pneu et le type de jante, il se peut que vous ayez des difficultés soit à retirer le pneu et le démonter, soit à le monter. Des astuces toutes simples, je vous montre comment on fait rapidement. Première étape pour changer un pneu, vous vous assurez bien évidemment que celui-ci est complètement vide d'air. Si vous avez crevé, évidemment, il le sera. Si c'est pour un changement, vous videz directement le pneu ou la chambre à air. Ensuite, petite astuce pour démonter très facilement un pneu sans forcer. Vous allez dégager le flanc du pneu du flanc de la jante de façon à l'amener au centre de la jante. Pourquoi? Tout simplement parce que la jante n'étant pas plate, la circonférence interne du milieu de la jante est moins importante que celle des flancs. Cela vous laissera donc un petit peu plus de marge pour dégager le pneu facilement et surtout pour mettre les démonte-pneus. Je vous montre ça tout de suite. Bien évidemment, pour démonter votre pneu, vous allez utiliser des démonte-pneus en plastique ou en nylon. Les modèles en fer, qui normalement datent du Moyen-Âge, sont à bannir car vous risquez d'abîmer vos jantes, qu'elles soient en alu ou en carbone. Dans l'idéal, au minimum 2 démonte-pneus, 3 c'est plus pratique, je vais vous montrer comment et pourquoi on s'en sert. Vous positionnez le premier démonte-pneu donc à l'intérieur, vous faites bras de levier et vous venez le coincer directement sur le rayon. Tous les démonte-pneus sont prévus pour être fixés tels quels. Vous prenez le deuxième, vous l'insérez
juste à côté. Et vous procédez de la même façon, vous venez le coincer directement dans le rayon qui est juste là. Si vous avez la chance d'avoir un troisième démonte-pneu, vous prenez ce dernier, vous le faites glisser directement ici, et ça vous permet de sortir tout simplement le pneu sur sa totalité. Vous n'avez plus qu'à le sortir, donc soit la chambre à air directement, soit le pneu pour le changer, suivant vos besoins, rien de bien compliqué, vous l'avez vu. Pour remonter le pneu, la technique est exactement la même, mais en sens inverse. Vous commencez par remettre votre pneu au niveau de la valve, toujours impérativement, dans la jante. Et vous allez procéder exactement de la même façon, logique que pour le démonter. Vous allez placer la tringle du pneu au centre de la jante de façon à avoir toujours cette petite marge qui vous permettra de le remettre facilement. Vous procédez donc de cette façon-ci, en veillant à ce qu'il soit au maximum au centre de la jante. Et cela vous permet de le remettre à la main, sans forcer et sans outil, directement. Et voilà, votre pneu est placé, vous n'avez plus qu'à regonfler et à rouler. Et voilà, ce petit tuto astuce facile et pratique est terminé. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et surtout qu'elles vous seront utiles. Vous l'avez vu, rien de bien compliqué, c'est facile à faire chez soi avec un minimum d'outillage. Si vous avez des questions, si vous avez des infos ou des tutos, des astuces à partager avec les autres, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker, vous savez que ça nous aide au référencement, mais surtout ça nous fait plaisir. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.